Amateurs de baseball, bienvenue à un nouveau Base Call. Bonjour amateurs de baseball et bienvenue à un autre Base Call. Ici Louis Martinguay qui vous convie à une petite rétrospective de moments intéressants, moments loufoques que j'ai pu observer pendant la semaine de baseball. Et aussi, je vous parle des poules comme à l'habitude en deuxième partie de présentation. Donc, tout d'abord, cette semaine, on a quand même eu du baseball assez fou un peu partout. On peut vraiment dire que la saison bat son plein. Il y a des surprises, évidemment, des équipes comme San Diego qui trônent au sommet, qui ne sont pas totalement des surprises, mais qui dominent complètement. On a des équipes qu'on voyait presque derniers et qui font un très très bon travail malgré tout. On a des équipes comme les Braves d'Atlanta qui sont dans la cave des ligues majeures et qui doivent remonter au plus vite et qui essaient toutes sortes de choses pour s'en sortir en espérant évidemment le retour en pleine forme. Ça s'est fait cette semaine de Spencer Strider et puis de Ronald Acuna peut-être à la mi-mai. Alors il y a beaucoup de choses qui confondent les pronostics et c'est ce qu'on aime avec le baseball. Tout d'abord, cette semaine, j'ai retenu 5-6 choses intéressantes. Je l'espère, ce sera aussi pour vous. Tout d'abord, un petit coup de gueule envers les Pirates de Pittsburgh. Si vous avez suivi les Pirates de Pittsburgh depuis le début de la saison, ils sont encore de retour malheureusement à leurs mauvaises habitudes. Les Pirates de Pittsburgh sont derniers dans probablement la moins bonne section des majeurs et c'est parti pour un autre tour. On sait que Pittsburgh a quand même supposément des as lanceurs. Jared Jones est blessé. On va donner ça malheureusement à l'équipe. Mais il reste que Paul Skeens qui, encore une fois, est un des grands lanceurs des majeurs présentement et totalement gaspillé dans cette équipe-là. On a O'Neill Cruz qui a un peu de difficulté à passer le cap de ce qu'il a fait précédemment. Donc, on ne le voit pas tant que ça progresser. Peut-être que le changement qu'ils ont fait en le mettant au champ centre n'est vraiment pas nécessairement une bonne idée. Il frappe encore des circuits impressionnants de temps à autre, mais cette équipe-là a incroyablement de la difficulté à se mettre en marche. On a Brian Reynolds qui est un excellent joueur, mais qui, encore une fois, n'arrive pas à prendre le moment de vérité et se dire qu'il est peut-être le leader de cette équipe-là et qu'il devrait agir de la sorte. On a Joey Bart qui fait un bon travail derrière le marbre et qui frappe aussi. Mais il reste que l'équipe de Bob Nutting, le propriétaire, s'en va quand même encore une fois un peu nulle part et c'est dû à plein de choses. Tout d'abord, manque d'investissement criant. On se fout carrément aussi de nos spectateurs et du baseball majeur. Et Bob Nutting est vraiment un des pires, je pense que je l'avais dit précédemment, un des pires, sinon le pire des propriétaires du baseball. Il se fout complètement de ce sport-là. Et il joue un petit peu avec son équipe comme avec un joujou. Il fait un peu ce qu'il veut et n'importe quoi à la fois. Donc, vraiment, Pittsburgh, une honte malheureusement pour le baseball. Et je suis extrêmement déçu parce que c'est une équipe qui a un historique exceptionnel. C'est une équipe qui vient depuis les tout débuts on est même à ce moment-là au 19e siècle. Imaginez comment la tradition à Pittsburgh devrait être quelque chose de fondamental. Et on a cet imbécile-là, Bob Nutting, qui joue avec une équipe qui est censée avoir une riche histoire. Évidemment, il ne veut pas investir et pourtant, il n'est pas le moins richissime de tous les propriétaires. Alors, il n'a pas vraiment d'excuses. Il est encore en train de gaspiller cette belle équipe-là où on pourrait avoir des joueurs de bien meilleure qualité et surtout, on pourrait entourer un joyau comme Paul Skeens. Alors, un gros pouce par en bas aux Pirates de Pittsburgh. Je dirais comme à chaque année, mais cette année encore plus qu'à l'habitude, parce qu'on sent qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça et ça n'intéresse strictement pas Monsieur Nutting. Sinon, un bonhomme que j'ai
toujours un peu eu de la difficulté à apprécier, tout simplement parce que je n'aime pas vraiment les joueurs qui sont habituellement immatures. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et Jazz Chisholm de New York en a fait encore la preuve cette semaine. Il a été victime d'un retrait sur 3 prises très controversé. Assurément que ce n'était pas une prise, ce qui lui a été lancé. Et l'arbitre l'a renvoyé au banc avec le bâton sur l'épaule et ça ne lui a pas plu. Et il a fait une crise sur place, évidemment, mais il est allé faire quelque chose de complètement débile. Il est allé tweeter pendant le match, je pense, que c'était vraiment pas une prise et vraiment, c'est tout simplement là un caprice de bébé gâté, une petite crise de bacon, comme on pourrait le dire, par Jazz Chisholm. Et pour l'instant, c'est pas un joueur qui va pouvoir être pris au sérieux. Je parle en tant que leader dans une équipe, tant qu'il ne sera pas un peu plus mature que ça. C'est un gars qui a été quand même mis au devant de la scène sans nécessairement avoir prouvé grand-chose. Je parle bien sûr de ses statistiques et de ses gains. On pourrait dire qu'il jouait avec Miami, donc il ne pouvait pas vraiment gagner. Cette année, il semble bien s'en sortir avec son nouvel ami, le Torpedo Bat, mais vraiment, là, c'était un très, très mauvais choix de la part de Jazz Chisholm et je ne peux que désapprouver ce geste-là. Ça fait pas sérieux et puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui délaissent le baseball. Maintenant, il y a un bonhomme qui fait flèche de tout bois. Il s'appelle, j'en ai parlé la semaine dernière, essayez d'aller le chercher dans votre pool, sûrement il est trop tard, là. C'est Tyler Soderstrom. Tyler Soderstrom est arrivé comme un cheveu sur la soupe à Oakland, une équipe vraiment complètement abandonnée, je dirais, par son propriétaire, déménagé à Sacramento dans un faux stade de baseball, où est-ce que justement, on joue un peu dans le contexte d'un stade Mickey Mouse, comme on pourrait l'appeler, à l'époque où justement c'est né cette expression-là dans le baseball majeur à cause de celui des Astros de Houston. Et donc, globalement, Tyler Soderstrom est déjà rendu à 9 circuits. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez mon vidéo, il en a maintenant 10 ou 11. Il reste que c'est un bonhomme qui, quand il frappe vraiment avec beaucoup, beaucoup d'autorité. Il n'a pas nécessairement une historique pour backer ça, entre guillemets. Mais vraiment, là, pour l'instant, il fait ses preuves, le bonhomme. Et on pose beaucoup la question, et c'est avec raison, est-ce que c'est un peu à cause du stade, ce stade-là, ou comme celui à Tampa Bay, où tout ce qui est frappé un peu solidement finit par sortir. Mais je lui laisserai vraiment le bénéfice du doute à Soderstrom, parce que je trouve qu'il frappe quand même avec beaucoup d'autorité. Et certains de ses circuits là, sont vraiment bien, bien frappés. Donc, il faudra suivre le gars. Nouvelle vedette peut-être pour les Aces d'Oakland. Il gagnera peut-être même sa place au match des étoiles. En tout cas, espérons que ce ne sera pas un feu de paille et que l'on ne se retrouvera pas en début juin avec un Soderstrom essoufflé à 14 circuits et qu'il finira l'année avec 22. Donc, je le souhaite, je lui souhaite, je le souhaite aux Aces aussi et vraiment d'avoir une nouvelle figure dans le baseball en tant que frappeur pour les Aces d'Oakland. Ça va juste nous faire du bien. Maintenant, parlons de nouveaux joueurs. Il y a Chandler Simpson qui a été rappelé par Tampa Bay. Si vous ne savez pas qui est Chandler Simpson, il faut regarder un tout petit peu ce qu'il a fait dans les mineurs. C'est semble-t-il, un des gars les plus rapides qui existe dans le domaine du baseball professionnel présentement. Il a volé au-dessus de 100 buts en 110 matchs dans les mineurs. Et vraiment, là, ça promet. Est-ce que les gestes des lanceurs des majeurs, est-ce que la façon dont on joue et évidemment le bras des receveurs ainsi que leur intelligence pourront contrer ce bonhomme-là? Est-ce qu'il pourra se rendre sur les buts dans les majeurs? Parce qu'on sait bien que voler des buts, ça se fait pas avec un frappeur de 180. Donc, il faut qu'il soit capable d'être patient, d'y aller pour l'amorti, de frapper la balle au champ opposé, donc de réussir à se rendre sur les buts et après ça, sky is the limit pour ce bonhomme-là. Donc, préparez-vous. Je ne dirai pas tout de suite dans vos poules, mais c'est un bonhomme qui devrait peut-être nous faire plaisir à certains moments par sa vitesse et par son accumulation de buts volés. Bien sûr, ça existera seulement s'il est capable de se rendre sur les buts et de frapper la balle, pas nécessairement avec grande autorité, mais au moins de façon intelligente aux endroits où c'est voulu et accumuler un minimum de buts sur balle. Alors, surveillez ce nom-là, Chandler Simpson. Il vient d'arriver cette semaine. Il devrait jouer ses premiers matchs. Alors, on le suit.
Maintenant, du côté, il y a vraiment un problème du côté de Colorado et on sait que les Rockies ont beaucoup de difficultés à frapper et à être capable de mettre le gros bout du bâton sur la balle. Normalement, lorsqu'on joue avec cette équipe-là et qu'on est à domicile, il y a des circuits, ça fait des doubles. C'est un des meilleurs parcs dans les majeurs avec celui de Cincinnati et Arizona. Et bon, ben cette année, on dirait qu'il se passe rien avec Colorado. C'est pas parce qu'il se passait grand-chose l'an passé, mais je pense que les frappeurs qu'on aligne, là, vraiment, c'est très malheureux. Il y a personne là-dedans qui est capable de faire un excellent contact. Il y a quelques joueurs que j'apprécie, dont Brenton Doyle, un excellent joueur de défense au champ-centre qui est capable habituellement de frapper quelques circuits, frapper solidement. Mais là, on a un gros problème et on est allé chercher nul autre que Clint Hurdle, ancien gérant des majeurs et particulièrement avec Pittsburgh. C'est lui qui avait mis en place à l'époque là, le concept de Big Data où il avait systématiquement un peu remis en cause les décisions de gérants et il avait été obligé de suivre la proposition de Pittsburgh de laisser, je dirais, à un algorithme le choix des frappeurs et des moments dans lesquels il devait intervenir. Ça lui avait pas fait plaisir à l'époque, mais ça lui a permis de garder son job et de gagner parce que si vous vous souvenez bien, lors des meilleures années de McClutchan, eh bien, Pittsburgh prétendait être dans les séries et même s'ils n'ont pas été très loin, il reste qu'au moins à cette époque-là, il y avait vraiment une belle équipe sur le terrain. Et Clint Hurdle est quand même reconnu depuis très longtemps dans le baseball majeur et va peut-être aider cette équipe-là. Donc, si on suit un minimum Colorado, on va voir dans les semaines suivantes, peut-être on se donnera 2-3 semaines, là, voir comment les frappeurs vont réagir à cette nouvelle présence dans le vestiaire et sur le banc. Et moi, j'ose croire que les gens vont se réveiller un minimum. On n'a pas beaucoup de talent au Colorado. Évidemment, on ne se fera pas d'accroire, mais c'est une équipe qui devrait être un peu mieux que ce qu'on voit présentement. C'est à la limite pathétique au Colorado. Donc, s'il vous plaît, les Rockies, relevez-vous un peu pour qu'on ait un minimum de compétition. Et en dernier lieu, je vais vous parler de quelque chose de un peu cocasse. Je l'avais fait aussi la semaine dernière avec le fameux joueur qui avait volé 6 buts sans même frapper un coup sûr. Cette semaine, c'est encore plus particulier et je vais même vous montrer une vidéo. C'est un moment dans un match dans des ligues mineures qui est vraiment une équipe mineure de Colorado, vraiment des gens du Colorado qui sont les Isotopes d'Albuquerque. Et les Isotopes d'Albuquerque, eh ben, ont réussi à compter 3 points plutôt, marqués 3 fois sur un but sur balle. Et ça s'était jamais vu auparavant et c'est très particulier. Alors, je vous laisse voir le vidéo. Ça dure pas très longtemps. Soyez attentifs. Donc, un premier lancé à l'extérieur. But sur balle est donné. Donc, il y avait 3 gars sur les buts. Quelqu'un entre. Mais le receveur est un peu nonchalant et il y a un coureur qui décide d'entrer et de voler le marbre. Ça fait un deuxième point. Et le coureur du deuxième but s'en va au troisième et le receveur lance n'importe où et ça nous donne un troisième point. C'est assez absurde. Regardez ça, ça ne dure pas longtemps, mais vraiment, on a rarement, sinon jamais vu ça. She's most confident in. The 3-2 runners go very high. Ball 4, another bases loaded walk. And the Isotopes have taken a 3-2 lead. And now 2 runs have scored as the catcher threw it back. And now a throw to third is high. That gets away. Back on his feet. And 3 runs have scored. All on ball 4. Aaron Schunk with brilliant base running was the second runner to score. And then Jordan Beck became the third run to score. Donc, on envoie des nouvelles à chaque semaine et c'est ce qui fait le baseball vraiment intéressant. Mais là, ici, on peut pas dire que c'est du bon baseball. Un jeu exécrable de la part du receveur, vraiment. on joue avec la balle, on fait un peu n'importe quoi, puis en plus, on la lance dans le champ gauche. Alors, c'est vraiment totalement loufoque. Donc, voici un peu mes observations de la semaine. Si vous avez des commentaires ou des sujets que vous aimeriez que je traite, n'ayez pas peur de l'écrire en dessous du vidéo et ça
ça me fera un grand plaisir d'en parler dès la semaine prochaine ou dans les semaines suivantes. Et maintenant, ben, ce sera l'heure que certains attendent. C'est le moment d'aller parler de vos poules et j'ai encore trois catégories pour vous cette semaine. Alors, on y va et au retour, eh ben, on parle des poules. Alors, c'est maintenant le temps que vous attendez presque à chaque présentation. On parle de vos poules et j'ai trois catégories pour vous, mais j'ai surtout une invitée que vous avez vu passer derrière. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qui c'est, mais c'est ma fille Clémence qui est là. Viens faire un tour, Clémence, on t'attend. Bonjour, bonjour. Viens t'asseoir à côté de moi. On va être un peu mieux installé. Je peux pas rester debout? Non, tu peux pas rester debout parce qu'on veut te voir comme il faut. Debout, on te voit juste à peu près. Donc, Clémence va m'assister, va vous donner des noms qu'on va pouvoir prendre en considération pour nos poules. Tout d'abord, on va parler de recrues de l'année. Donc, j'ai trois... Recrues à surveiller. Des recrues à surveiller, pardon, c'est ça. C'est pas nécessairement des recrues de l'année. Mais comme à chaque fois, j'essaie de vous donner des noms de joueurs qui peuvent être disponibles dans vos poules. On pourrait parler d'un paquet de joueurs qui m'intéressent moi aussi, mais qui ne sont vraiment pas disponibles, que vous pourriez aller chercher seulement qu'avec un échange. Et moi, j'essaie quand même de vous proposer des joueurs qui vraiment vous pouvez aller les chercher et rapidement, donc prendre le dessus sur vos adversaires ou peut-être au moins vous garantir de ne pas trop descendre dans vos poules si jamais vous avez des problèmes comme des blessures ou des joueurs qui sous-performent. Donc, premièrement, je vous parle de recrues à surveiller, des joueurs qui vont très, très, très bientôt être dans les majeurs. Sinon, il y en a un qui est déjà rendu et ces joueurs-là, ils vont vous aider très rapidement, surtout si vous avez un pool à 16 ou 20 équipes. Alors là, il y a des chances que ces joueurs-là soient très, très précieux. Donc, Clémence, je vais te demander de t'approcher encore pour qu'on te voit un petit peu, parce que là, on ne te voit pas très bien. Bon, super. Et quel est le premier nom sur la liste? Nick Crust, AS. Donc, c'est Nick Crust des A's d'Oakland. Donc, Nick Crust est vu présentement comme étant supposément le meilleur frappeur dans les mineurs. Est-ce que Nick Crust va répondre dans les majeurs et va vraiment nous donner ce qu'il est censé donner? Ce que je vous dirais, c'est que Nick Crust, les A's le voient gros dans leur soupe. C'est quelqu'un qu'ils vont assurément faire jouer. Ils parlent même de déplacer Soderstrom peut-être au troisième but. On sait que Soderstrom peut jouer en tant que receveur, mais ils veulent le faire jouer à tous les matchs. Donc, on va essayer de mettre peut-être Soderstrom au troisième but pour faire de la place à Nick au premier but. Et là, le contexte dans tout ça, c'est qu'on a un stade, comme je vous disais tout à l'heure, assez facile pour les joueurs, les frappeurs de puissance. Il y a plusieurs ballons qui peuvent sortir, comme à Tampa Bay. Donc, il faudrait peut-être regarder de ce côté-là, si vous voulez ajouter un joueur qui peut surprendre bientôt, si vous avez de la place dans votre alignement, soit sur le banc, soit que vous avez des endroits pour les joueurs NA, mais bientôt, je crois qu'il ne sera plus NA, mais il va être systématiquement rappelé par les A's d'Oakland. Le deuxième nom, Clémence, qu'est-ce que c'est? Caleb Durchini, MIL. Oui, Caleb Durbin. Caleb Durbin qui joue pour Milwaukee. Lui est apparu Dursin. Caleb Dursin, oui, c'est ça. Pardon. Ouais. Caleb Dursin qui joue pour Milwaukee. Caleb est arrivé cette semaine. On a eu la chance, moi et Mathieu Boivin, de le prendre dans notre pool. Il a probablement beaucoup de chances de se faire valoir parce qu'au troisième but à Milwaukee, on n'avait pratiquement rien. Évidemment qu'on n'a pas signé Willie Adames, mais on n'avait aucune idée de qui on allait faire jouer au troisième but. Et là, avec les petites blessures par-ci par-là et les problèmes de performance de certains, le troisième but est devenu complètement ouvert pour un jeune qui est capable de prendre la place. Durbin est surtout un gars qui va être un coureur, un gars extrêmement rapide. Donc, on va voir si ça peut vous amener du côté des buts sur balle, quelque chose de bien. Et évidemment, il a déjà 2 coups sûrs à son premier match. Ce n'est qu'un match, on ne va pas trop s'énerver, mais il faut vraiment le vérifier et je pense que c'est un bonhomme qui va jouer la majorité des matchs, peut-être 5 à 5 par semaine, 4 par semaine. Donc, vraiment, vérifier les soirs où il
il joue et amenez-le dans l'alignement parce que c'est un bonhomme qui promet clairement. Et puis Milwaukee, pour l'instant, n'ont pas d'autre option. Alors, c'est un gars qui joue régulier. Pour des poules à 16 équipes, pour des poules à 20 équipes, ben, c'est un no-brainer, entre guillemets. Et si vous avez des poules à 12 ou à 14, regardez. Évidemment, il y a des joueurs de troisième but un peu plus établis que lui. Mais si jamais il commence à péter le feu, ben, il faut s'assurer qu'on l'aura dans notre club. Maintenant, notre troisième nom pour les recrues à surveiller. Luke Keyshaw. Oui, donc Luke Keyshaw. MLL. Oui, c'est exactement. Donc, c'est encore un bonhomme qui va jouer avec Minnesota. Minnesota, on sait qu'il y a eu plusieurs blessures, même des blessures un peu particulières, dont un de leurs joueurs qui s'est blessé au Costco dernièrement en transportant des gros galons d'eau. Alors, José Miranda. Alors, évidemment, on a besoin de gens qui vont venir soutenir tout ça. Et on a besoin de frappeurs, surtout, de frappeurs qui sont capables de puissance. C'est un peu ce qu'on a de la difficulté à avoir au Minnesota. Imaginez qu'il y a des années, c'était les champions pour les frappes à l'extérieur du terrain. Maintenant, on en cherche un peu au Minnesota, surtout avec Lewis encore une fois sur la liste des blessés. On a vraiment hâte qu'il revienne. Mais ce bonhomme-là est à surveiller et je pense que si vous pouvez lui faire une place tout de suite, si vous êtes entre autres dans des poules à 16 ou à 20 clubs, il aura la chance de se faire valoir très bientôt dans les majeurs. Maintenant, notre deuxième catégorie, qu'est-ce que c'est, Clémence? Retour à surveiller. Eh oui, des retours à surveiller, des gens qui sont blessés et qu'on voudrait vraiment qu'ils réussissent, en tout cas, à prendre leur élan. Ce ne sont pas nécessairement des joueurs qui sont vus comme des grandes vedettes, mais ce sont des joueurs qui peuvent, par certains moments, avoir de bonnes séquences. Et c'est peut-être le cas de ces trois gars-là pour les prochaines semaines. Alors, il faut les surveiller. Notre premier joueur, comment il s'appelle? Austin Hayes. Oui, c'est Austin Hayes de Cincinnati. Je regardais aujourd'hui justement l'alignement de Cincinnati que je trouve très pauvre personnellement. Évidemment, on a Eli de la Cruz, mais on n'a pas beaucoup d'autres choses de solides et d'établi. TJ Friedel peut-être est un joueur respectable. Freely, je ne suis pas certain. On a comme Matt McLean qui est très très bon et on a un paquet de petites copies de Matt McLean. Et bon, Austin Hayes, je n'y ai jamais vraiment cru, autant son passage à l'époque avec Baltimore et tout ça. Il s'est promené d'une ville à l'autre. Il était un spécialiste surtout de la défensive. Il a déjà été capable de frapper assez bien dans une ou deux saisons. Mais là, ben, il est quatrième avec Cincinnati. Imaginez comment Frank Ona doit regretter un tout petit peu son retour lorsqu'on a des gens comme Hayes comme quatrième frappeur, suivi de Gavin Lux et d'Espinal. Donc vraiment, là, c'est un peu n'importe quoi à Cincinnati. Cependant, le parc, le stade de Cincinnati permet à la balle de sortir très facilement. Alors, on a peut-être des circuits qui ne seraient pas des circuits ailleurs, qui peuvent tomber dans les statistiques de ces bonhommes-là. Donc, Austin Hayes, quatrième frappeur présentement. Pour aller le chercher, essayer de le faire jouer sur une position, évidemment, de DH ou de voltigeur. Et puis, pourrait, surveiller-le, évidemment, là, c'est un gars avec une date de péremption. Mais pour les peut-être prochains mois, vous offrir de bonnes performances. Notre deuxième bonhomme. Notre deuxième, c'est Tyler Stephenson qui joue dans la même équipe que Austin Hayes. Exactement. Un autre bonhomme de Cincinnati, Tyler Stephenson, qui lui a déjà été un bon prospect et qui a vraiment eu quelques saisons avec de grandes qualités. Même j'ai été jusqu'à 20 circuits il n'y a pas si longtemps. Mais lui, le problème, c'est les blessures. Toujours blessé. Et cette année, encore une fois, ben, il a commencé l'année sur la touche et on l'attend. Et donc, selon ce qu'on dit, il devrait revenir au jeu d'ici une semaine. Bon, évidemment, ça peut être un tout petit peu retardé, mais d'ici une dizaine de jours, lorsque vous avez avec Stephenson, s'il reprend son air d'aller, c'est un excellent receveur qui pourrait finir l'année, évidemment pour un pool, là, dans le top 10. Alors, allez le chercher, mettez-le sur, s'il est disponible, évidemment, mettez-le sur, pour l'instant, sur la liste des blessés et préparez-vous à le faire intervenir dès qu'il va revenir au jeu. Selon la plupart des rumeurs, ce serait une dizaine de jours. Et notre troisième bonhomme, c'est... Oui, exactement.
Alex Vertugo de Atlanta. Oui, à Atlanta, eh bien, la tentative, avec De La Cruz n'a pas du tout fonctionné. Donc, on l'a renvoyé dans les mineurs et on est allé chercher le bonhomme dont on parle depuis un bon bout. Alex Vertugo. De Atlanta. Oui, d'Atlanta. Alex Vertugo, c'est pas un gars auquel je crois tant que ça. C'est un bonhomme que je n'ai jamais véritablement apprécié. C'est un gars qui a quand même plusieurs qualités. Cependant, il est capable d'avoir de bonnes présences au bâton, capable d'aller soutirer quelques buts sur balle, frappe la longue balle de temps à autre et sa grande force, c'est surtout en défensive. Un bon bras et aussi un gant au-delà de la moyenne, habituellement dans le champ gauche ou s'il faut dans le champ centre. Alex Vertugo, eh bien, je pense que les Braves vont lui donner une chance puisque les Braves ne frappent pas et ils ont vraiment besoin de ce bonhomme-là pour au moins ajouter un peu de piment à leur attaque et on sait que c'est un gars qui peut avoir un impact positif s'il est vraiment dans, on pourrait dire, le feel-good player là, qui pourrait amener une vibe intéressante dans le vestiaire et donner le sourire à tout le monde qui vont commencer à frapper mieux. Évidemment, s'il reste loin des frasques et de tous les commentaires un peu idiots qu'il peut faire de temps à autre, Vertugo, quand même, un bonhomme qui a beaucoup d'expérience et qui, a pas plus tard que l'année dernière, jouait régulier dans le fond. Alors, allez voir du côté de Alex Vertugo. Il est déjà rappelé, là. Alors, il a été rappelé hier. Alors, vous pouvez le voir arriver très bientôt dans l'alignement des Braves. Maintenant, notre troisième catégorie. Pourrait boucher un bon trou. Des joueurs qui peuvent boucher un bon trou, ça veut dire que ce sont des gars que vous pouvez ne pas comptez pas là-dessus pour faire gagner votre pool, mais avec des blessures, avec des problèmes de sous-performance, eh bien, ils peuvent venir en aide à la majorité des équipes qui sont là, surtout lorsqu'on parle de 16 à 20 clubs. Notre premier... Donc, pour commencer, c'est Brett Baty de NYM. Oui, donc c'est les New York Mets. Oui, donc c'est les New York Mets, c'est Brett Baty. Brett Baty a eu une bonne semaine cette semaine. Malheureusement, eh ben, il a eu un début de saison désastreux. C'est un gars dont les Mets ont vraiment besoin. Non pas que la personne en Mark Vientos ne peut pas jouer au troisième but, mais Brett Baty, il était dès l'an passé une recrue sur qui on voulait compter du côté des Mets et on n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait. On l'a même retourné dans les mineurs. Là, présentement, depuis une semaine, il va très bien. Le seul problème, et ça, c'est le petit bémol que je mets sur ce bonhomme-là, c'est qu'il a, je crois, 17 retraits au bâton et un seul but sur balle. Alors, mon collaborateur Mathieu Boivin serait extrêmement déçu et vous dirait probablement de ne pas toucher à ce joueur-là. Et je vous propose de mettre des gants blancs avant de vous lancer à tête première dans Brett Baty. Mais surveillez-le bien parce que si jamais il éclot comme les Mets ont voulu nous le vendre dans les années précédentes, il pourrait justement, comme je le disais en début, boucher un bon trou, c'est-à-dire être un suppléant dans votre équipe et qui sait au troisième but pourrait vraiment voir quelques matchs intéressants d'ici au moins la mi-saison. Donc, Brett Baty peut clairement boucher un trou. Un deuxième candidat ici, qu'est-ce qu'on a? Jonathan Aranda. Oui, Jonathan Aranda de Tampa Bay. Jonathan Aranda, c'est vraiment un frappeur qui s'est développé dans le dernier mois et qui a vraiment été très impressionnant. Je l'ai vu sur certains matchs, quelqu'un qui est capable de vraiment travailler le lanceur et aller frapper des balles quand même avec beaucoup d'autorité, sans être un frappeur de circuit démesuré. Je dirais que c'est un des bons joueurs présentement qui peut se retrouver sur la majorité des ballottages. Si je regarde les ligues de Yahoo, ceux de CBS, donc c'est quelqu'un qui est encore sur plusieurs ballottages, je dirais au moins 60% des ligues. Alors, allez le chercher. Si vous êtes dans une ligue à 16 ou à 20 clubs, c'est un no-brainer, encore une fois. Mais si vous êtes dans une ligue à 14, peut-être valider ce que vous avez pour prendre ce bonhomme-là comme remplacement. Mais un bonhomme à surveiller. En tout cas, moi, j'aime bien ce qu'il est capable de faire jusqu'à maintenant. Et on sait
qu'il a la confiance totale. Il devrait jouer la plupart des matchs à Tampa Bay. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter à savoir est-ce qu'il est dans l'alignement ou est-ce qu'il ne l'est pas. Donc, le dernier et non le moindre. Oui. Tyler Mahle de Texas, je pense. Texas. Oui, exactement. Donc, des Rangers du Texas. Et là, je voulais vous proposer un lanceur parce qu'aujourd'hui, on a été tout en frappeur. Mais Tyler Mahle, qui a déjà été un prospect de grand talent du côté de Cincinnati, eh bien, on l'a perdu. On l'a perdu pour un paquet de blessures, un paquet de problèmes de santé. On se demande toujours, est-ce qu'il va revenir à ce qu'on nous avait promis au départ, lorsqu'il était un prospect de grand talent, un des meilleurs prospects lanceurs du baseball il y a à peu près 6 ou 7 ans. Donc, Tyler Mahle est bien parti avec le Texas. Il nous a fait 2 bons matchs, les 2 derniers, lors de la semaine dernière. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait se retrouver encore sur le ballottage, tout dépendant du type de ligue que vous avez. Vous avez une ligue où on met beaucoup d'accent sur les lanceurs. Il est possible qu'ils soient déjà pris. Mais si vous avez une ligue où les lanceurs comptent peut-être un peu moins que les frappeurs, ce qui est malheureusement le cas dans certaines ligues, eh bien, vous pourriez être surpris de le voir encore sur le ballottage. Cependant, comme je le disais pour certains joueurs précédemment, c'est un gars qui a une date de péremption. Alors, Tyler Mahle, je ne suis vraiment pas convaincu qu'il va nous faire une saison complète magnifique. Il faut vraiment réussir à regarder ce qu'il est capable de faire et ce qu'il peut faire au fur et à mesure que la saison va progresser. Donc, c'était mes propositions pour cette semaine. Et moi, je vous dis évidemment à la prochaine pour un autre Base Call. Revenez-moi la semaine prochaine. C'est habituellement le samedi ou le dimanche, dépendant de mes occupations. Et j'espère que vous avez apprécié. Appuyez sur l'abonnement. Abonnez-vous parce que du baseball en français, on en parle rarement, surtout sur YouTube. Et bien, je vous annonce aussi que bientôt, on aura Mathieu Boivin, mon collaborateur, pour parler d'histoire avec vous, d'histoire du baseball. Ça risque d'être très intéressant. Alors, je vous souhaite bon match, belle semaine de baseball et je vous vois la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde. Bye bye.